Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'intelligence artificielle ou IA. Voilà aujourd'hui une préoccupation qui est dans le quotidien des populations. Et pour parler de cette préoccupation, nous avons voulu recevoir sur ce plateau de Confidence dans le Noir un sachant, un expert dans ce domaine. Il s'agit du Dr Bio-Mikaela Tokoworu, qui vient de lancer un ouvrage intitulé « L'humain augmenté, ne subissez plus l'IA, apprenez à la maîtriser ». Dans la même dynamique, une plateforme, à savoir la plateforme GDI. Pour avoir plus d'explications sur cet ouvrage et cette plateforme, il va essayer de répondre à nos préoccupations et celles que vous vous posez depuis le lancement de cet ouvrage et de cette plateforme sur ce plateau de Confidence dans le Noir. Docteur, merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Confidence dans le Noir. C'est moi, je suis content. Nous sommes dans Confidence dans le Noir, mais il s'agit pour vous d'apporter de la lumière aux préoccupations que nous avons. Docteur, moi je vous connais, je dirais un peu plus, mais qui êtes-vous? Qui est Dr Bio-Mikaela Tokoworu? Merci beaucoup. Merci de m'inviter dans le noir. Alors moi, je suis déjà béninois, 100%. Je suis originaire de Ina, dans la commune de Bembereke. Alors, j'ai un parcours assez long. Je vais le présenter très rapidement. Oui, nous sommes intéressés par que ça D'accord. Bon, non, je pense que mieux vous appréhender. D'accord. Comme tout jeune béninois, donc moi j'ai fait, la plupart des béninois, je vous ai dit, j'ai fait mes études au Bénin. Donc j'ai étudié jusqu'à Parakou. Voilà, Parakou, où j'ai fait tout juste le secondaire. Et donc j'ai fait le collège Roger Lafayette à Parakou. Donc en ce moment-là, j'aimais bien la science, les mathématiques. Et j'étais très intéressé d'aller vraiment loin dans ce domaine-là. Je savais pas à ce moment, je savais pas ce que j'allais faire, mais je savais que j'allais être dans le domaine des mathématiques. Je savais pas. Et bon, du coup, quand moi j'étais en première, j'avais un prof de maths, Monsieur Daou, que je salue beaucoup, que je respecte. Donc qui avait dit qui m'avait parlé qu'il y avait une opportunité en terminale. Il y avait les Olympiades panafricaines de mathématiques qui sont organisées chaque année et que le Bénin participait. Mais il fallait être en terminale C. Moi, j'étais en première D. Du coup, il m'a dit, j'avais le potentiel pour y aller. Et j'ai pris mes valises comme ça. Pendant les vacances de première D, j'ai dit, allez, je vais en terminale C. Voilà, donc, je suis allé en terminale C. De la première en terminale C. De la première D à la terminale C. Parce qu'il fallait aller au lycée Mathieu Bouquet pour faire la terminale C parce que je l'avais pas dans mon collège. Ben, je suis parti. J'avais pas peur. Comme ça, je suis arrivé, on m'a dit, bon, c'était la première fois, j'ai mes amis qui me disaient, ah, attention, c'est pas facile. Bon, ça, je l'ai fait. J'ai été le major, le major de la terminale C, et j'ai été sélectionné par le lycée Mathieu Bouquet pour la sélection nationale. Je suis allé, on a fait le concours sur le plan national. Il fallait sélectionner 4 Béninois sur le plan national en mathématiques. J'ai été le premier. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça qu'en terminale, en plus du bac que je préparais, je travaillais à côté sur le projet des Olympiades de mathématiques, qui était ma passion. Donc, j'ai représenté le Bénin, on était à Tunisie, à Tunis. C'est en 2004, hein. Ça fait longtemps, ça ne me rajeunit pas. C'est en 2004, oui. Donc voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai fait les Olympiades de mathématiques. Là-bas, j'ai eu une médaille de bronze au plan africain. Et quand je suis revenu, j'ai fait mon bac. J'ai eu mon bac avec mention bien. Et ensuite, j'ai eu une opportunité. Donc, je savais que je voulais faire les mathématiques et j'avais une opportunité. Bon, je savais pas où et du coup, l'Union mathématique africaine m'a donné une bourse pour aller au Maroc pour pouvoir faire, ce qu'on appelle des classes préparatoires en mathématiques. Bon, j'ai pris mes valises. Je suis allé au Maroc. Bon, ensuite, j'ai fait mes classes préparatoires. J'ai eu de très bonnes notes. J'ai été sélectionné pour entrer dans une école de télécommunications très prestigieuse à Rabat, au Maroc. Je savais pas aussi, en fait, à la fin, je savais pas ce que ça allait donner les télécommunications parce qu'on fait les mathématiques. Ça aussi, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui. Parfois, pour s'orienter, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais il faut plus aller par passion. Parce que les métiers changent. Moi, je me rappelle quand après les classes préparatoires, j'aurais pu faire quasiment ce que je voulais. J'aurais pu faire l'architecture, j'aurais pu faire les télécommunications, j'aurais pu faire le génie civil, donc j'avais beaucoup de choix. Je me rappelle qu'en ce moment, quand je parlais avec mon père, quand je l'appelais à Parakou, il me disait, mais télécommunications, c'est pour travailler au PTT. Donc voilà, il avait vraiment une vision. Mais je disais non,
Je pense que c'est l'avenir. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon diplôme d'ingénieur. J'ai sorti ingénieur télécom, spécialiste dans les réseaux mobiles et tout. Mais j'avais toujours une très bonne base mathématique parce que pour faire cette filière-là, il faut être scientifique. Donc, j'avais de très bons résultats. Et c'est de là que le groupe France Télécom, via sa filiale Orange, m'a repéré au Maroc. Ils sont venus, ils ont fait des sélections, ils m'ont repéré. Et je suis allé en France. Ils m'ont tout payé. Je suis allé en France comme ça. Et ensuite, quand on a travaillé un peu avec eux, ils ont vu tout le potentiel qu'il y avait. Du coup, ils m'ont proposé de travailler sur un sujet de doctorat, du coup, en informatique. Parce que, alors, à la base, les métiers étaient un peu séparés, mais finalement, les télécoms et l'informatique sont très proches parce que l'informatique devient un outil pour les télécoms. Tout comme l'informatique devient un outil pour le génie civil. Aujourd'hui, c'est des logiciels qu'on utilise partout. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire un doctorat en informatique, mathématiques appliquées, informatique. Et je l'ai fait pendant 3 ans et j'ai eu mon diplôme de doctorat, du coup, en 2012. Avec mention très honorable, à l'université de Nice Sophia Antipolis. Voilà. Ensuite, on va dire, j'ai commencé une carrière internationale en France. Donc, j'ai été gardé par Orange. Ensuite, j'ai travaillé, voilà, j'étais plutôt consultant international. Et depuis cette année-là, parce que moi, j'ai fait mon doctorat sur la théorie des graphes appliquée aux méthodes combinatoires, ce qui est à l'intérieur de l'IA aujourd'hui. Voilà, je vais dire. C'est comme si je travaillais sur les moteurs et l'IA, c'est la voiture. Aujourd'hui, tout le monde a la voiture, c'est l'IA. Mais moi, je travaillais sur les moteurs, les algorithmes, les éléments qui permettent de créer l'IA. Moi, je travaillais sur ça depuis 2009, de 2009 à 2012. Ensuite, voilà, quand j'ai fini, j'ai eu quelques consultations à l'université de Nice Sophia Antipolis, mais la plupart des consultations que j'avais, c'était plutôt en entreprise, parce que j'avais un profil un peu atypique. J'avais une très bonne base mathématique. J'étais sur les dernières technologies et j'avais une très bonne connaissance des métiers aussi en entreprise. Donc, j'ai travaillé dans plusieurs métiers. J'ai apporté mon expertise, on va dire, pendant près de 10 ans, de 2012 à 2020 quasiment, j'étais en France. Bon, pendant ce temps, je continue toujours d'avoir un pied au Bénin avec des initiatives, avec des équipes locales. J'ai toujours suivi ce qui se passe. Voilà. Donc, j'ai été un peu long, mais voilà, c'est comme ça c'est ce que je suis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis un des experts, en tout cas, béninois, très pointu sur l'intelligence artificielle. Pas un usager d'intelligence artificielle, j'utilise, mais je suis plus parmi les concepteurs de cette technologie-là depuis des années. Donc, aujourd'hui, je suis un conseiller international. Je suis entre Nice, Cotonou et Abidjan pour les différentes consultations. Je travaille beaucoup avec le groupe Orange en Côte d'Ivoire. Je travaille en France avec CMA, CGM, pas mal de groupes. Donc voilà, c'est comme ça que je me présente aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que je pense que c'était important pour moi en tant que praticien, en tant que spécialiste, en tant qu'expert, de pouvoir parler de l'intelligence artificielle, pas comme un profane, mais comme un expert, mais pour tout le monde. Au regard de vos études que vous venez de détailler, comment avez-vous accueilli cette expansion de l'IA aujourd'hui? D'accord. Donc, comme je le disais, l'IA, moi, j'ai travaillé l'IA, si on considère que l'IA, c'est une voiture, moi, j'ai travaillé sur la création du moteur, des moteurs et même des pièces à l'intérieur. Donc, moi, je voyais l'IA depuis comme une opportunité, mais qui restait dans le monde professionnel. Donc, depuis 2012, les entreprises mettaient en place ce qu'on appelle la Big Data. Et ensuite, la Big Data, c'est toutes les technologies qui permettent de collecter de la donnée. Voilà. Donc, c'est des plateformes qui collectent la donnée. Parce que l'IA, son essence, c'est la donnée. L'IA, en réalité, si tu n'as pas de la donnée, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner. C'est des modèles mathématiques, en fait, qui sont créés. Donc, des modèles et qui s'appuient sur la donnée. Donc, moi, j'ai vu depuis les entreprises créer des entrepôts de données pour anticiper le fait de pouvoir les exploiter. Et dans les années 2016, déjà 2017, on commençait à mettre des modèles d'IA dans les entreprises. Donc, dans les années 2000, maintenant, avec ChatGPT qui est sorti, qui est devenu plus grand public, je vais dire, c'est comme si je voyais un produit que j'ai vu construire plus ou moins à chaque étape. J'ai vu les différentes évolutions et aujourd'hui, ça devient grand public. Donc, aujourd'hui, comment je vois l'IA? Je vois ça comme une opportunité pour le grand public, mais aussi à double tranchant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai fait ce livre. Exactement, nous allons venir au niveau de votre livre que vous avez lancé le 4 passé. Lorsque vous dites l'humain augmenté,
ne subissez plus l'IA, apprenez à la maîtriser. Est-ce que dans votre parcours, il vous est arrivé, ou bien dans votre expérience personnelle, un moment où vous avez été confronté à cette nécessité-là ou de reprendre le pouvoir sur la technologie? De reprendre le pouvoir, je dirais, voilà. Moi, bon, comme je connais je connais ce qui se passe à l'intérieur, je n'ai jamais donné le pouvoir à la technologie pour la reprendre. Donc, je dirais, personnellement, confronté au cas où je dois reprendre le pouvoir sur la technologie, moi, j'ai toujours été plutôt dans la position de je dois être le dresseur. Si je prends c'est-à-dire, la technologie, c'est un cheval. Voilà. Si je prends à la Ganie, on a des chevaux. Les chevaux, ils dansent à la Ganie. On les voit, c'est très beau. Mais tout le travail qui a été fait, le cheval, à la base, il est sauvage. Donc, il sait courir. Je ne peux pas courir plus vite qu'un cheval. Donc, je ne vais pas m'amuser à vouloir courir plus vite qu'un cheval. Si je commence à dire que le cheval, je veux courir comme un cheval, je vais perdre. Le cheval, il court, mais il n'a pas mon intelligence. Si tu le prends sauvage, il va courir là, à la puissance, il va courir dans tous les sens. Si à la Ganie, un cheval qui n'a pas été entraîné, il va blesser des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des chevaux, ils les dressent, le cheval devient docile. Ensuite, un cheval docile, ils vont lui apprendre à faire des pas. Et à la fin, c'est beau, on voit le cheval à la Ganie qui danse, on tape, il danse, il soulève un pied. Donc ça, ça c'est un très bon exemple. Donc moi, je me considère comme un dresseur de cheval. L'IA, c'est le cheval, c'est la bête, c'est la force, c'est la puissance, c'est la capacité. Donc il ne suffit pas de dire, ah, le cheval est puissant, moi j'ai un cheval. Non, si tu prends un cheval qui est puissant, tu le dresses pas, tu auras une puissance que tu ne vas pas utiliser. Tu peux pas dire, ah, le cheval est venu, il court, je vais commencer à courir contre lui parce que je suis trop fort. Tu vas t'essouffler. Le cheval est là, il a sa puissance, mais je suis l'humain. Donc je vais le dompter, je vais l'entraîner, je vais lui apprendre les pas. À la fin, il sera beau. Je vais monter dessus, je vais porter des jolis apparats et je vais aller à la Ganie, on va danser, les gens vont applaudir, personne ne sera blessé. Donc moi, je me considère dans ce rôle-là pour l'IA. Et ma peur, c'est que, j'ai pas peur. J'ai vraiment pas peur parce que je sais dompter le cheval et je sais ce que le cheval sait faire. Je sais ce que le cheval ne sait pas faire. Et je sais en quoi qu'est-ce que je dois faire. Donc, c'est le but de ce livre-là, c'est de permettre à chacun d'avoir ce cheval, de prendre ce cheval qui est lié là, ce cheval sauvage, brut, puissant, et de le transformer en un cheval qui vient danser à la Ganie et que tout le monde apprécie. Parce que derrière, le cavalier est beau, le cavalier le maîtrise, le cheval est en harmonie et finalement, le cavalier est un humain augmenté grâce à son cheval. Donc, c'est mon rôle. Est-ce que c'est facile de dire cela au culturel qui aujourd'hui, si je prends ma tablette, je peux composer une chanson sans avoir besoin d'un manager ou bien qui que ce soit, ou bien réaliser un film aujourd'hui, cette crainte-là au niveau de Hollywood? Oui. Bon, alors, l'IA, c'est une opportunité énorme. Bon, j'ai pris l'exemple du cheval, mais c'est plus qu'un cheval. C'est un cheval à plusieurs têtes et à plusieurs pieds. Voilà. Donc, c'est vraiment puissant. C'est une opportunité énorme. C'est vraiment un changement majeur technologique. Un peu comme la révolution industrielle avait eu lieu. Les machines avaient été, on a créé les machines. Là, on est vraiment à une étape importante. Donc, le premier message, c'est déjà, on ne peut pas considérer que rien ne se passe. Celui qui ferme les yeux ou bien qui dit non, c'est un buzz, il sera dépassé. Maintenant, l'IA a des capacités énormes. Donc, vous avez parlé de créer un film ou même qui écrit des scénarios. Oui, c'est parce que l'IA, c'est un algorithme mathématique. C'est un ensemble d'algorithmes mathématiques. Moi, je vous parle de l'intérieur, qui a la capacité de générer des réponses parce qu'on l'a entraîné sur l'ensemble des données que l'humanité existe, qui existent dans l'humanité, numérisées. Donc, si l'IA a lu plein de scénarios de films, il prend tous les films de Hollywood, il lit les scénarios de films, il va détecter ce qu'on appelle un modèle, il va trouver, et ensuite, il sait les films qui ont des succès, il va tout seul détecter qu'est-ce qui fait que ce film a un succès. Et puis, ce qui fait que ce film a un succès, là, c'est ça, il va stocker dans son modèle. Et quand toi, tu vas lui dire, maintenant, je vais créer un film à succès, il va s'inspirer de ces films à succès qui ont eu lieu, pas d'un en particulier, mais de l'ensemble. Il va te proposer un scénario. Mais ça ne veut pas dire que ce film aura du succès. Hein. Attention. Ce n'est pas parce qu'on a fait la moyenne de tous les films à succès et on a fait un film qui aura du succès. Donc, c'est là la peur. C'est-à-dire, il va écrire un scénario, mais si je prends ce scénario-là et je vais réaliser le film, il peut être un flop. C'est là que le scénariste, c'est-à-dire le scénariste qui est augmenté,
il va pas dire, il va plus rester là pour réfléchir ces scénarios tout seul. Où il aura des idées de scénarios, il va soumettre à l'IA, l'IA va lui proposer des éléments, l'IA fait des propositions. Il n'a même pas conscience, l'IA n'a pas une conscience, c'est une machine, c'est un algorithme. C'est des outils mathématiques qui font des calculs et qui donnent des résultats, ces résultats sont transformés en des données. Voilà. Bref, donc du coup, ce scénario, en fait, l'IA va écrire un scénario, va te dire, oui, c'est un très bon scénario, tu vas le trouver peut-être beau, parce qu'il est bien écrit, il est cohérent, il est bien rédigé. Si tu veux le prends, tu le réalises, tu n'es pas réalisateur, ou bien tu n'es pas scénariste, tu le prends, tu le réalises, tu risques de... Ça peut marcher, je veux dire, c'est aléatoire. Rien ne garantit que ça va marcher. Par contre, un scénariste qui le fait, qui utilise l'IA, l'IA lui fait des inputs. Il prend maintenant ces inputs-là, en fonction de son métier à lui. Lui, il sait ce qui n'est pas bon, ce qui va marcher. Il le modifie, il se l'approprie, il le corrige. Lui, et ensuite, il utilise encore l'IA. Il fait comme ça, mais à la fin, il sort un scénario qui lui appartient à lui, parce qu'il se l'est approprié. C'est son idée à la base. L'IA est juste la puissance. C'est son idée, ou c'est l'idée d'une IA qui s'est appropriée, mais qui l'a customisée. C'est ce scénariste-là, qui est le scénariste augmenté, et qui va réussir. Donc, c'est pour dire, l'IA a une puissance, il ne faut pas avoir peur. Déjà, il ne faut pas avoir peur. Moi, c'est ce que je dis, l'IA ne va pas voler nos emplois, non. L'IA ne va pas faire, si j'entends beaucoup de trucs qui font peur, non. L'IA, en fait, c'est l'humain qui utilise l'IA qui sera plus fort que l'humain qui n'utilise pas l'IA. Tout simplement. C'est entre les humains la compétition. Donc, un scénariste qui dit non, non, l'IA, je ne veux pas. Un scénariste B qui dit cool, je donne toi l'IA et je réalise. Et un scénariste C qui dit je suis scénariste, c'est mon métier. J'ai des années d'expérience. Voilà l'idée de mon film. Je donne à l'IA, il me fait des propositions. Je le récupère, je l'améliore, bref, je me l'approprie. À la fin, je sors un scénario de moi augmenté par l'IA. C'est ce scénariste-là qui va réussir. Et on peut l'appliquer dans tous les métiers. Journaliste aussi, on peut l'appliquer dans tous les métiers. Donc, si vous n'utilisez pas l'IA aujourd'hui, attention. Si vous utilisez l'IA et que en gros, ne confions pas notre réflexion, notre cerveau à l'IA. L'IA n'a pas un cerveau, l'IA, c'est juste une puissance. Donc, voilà. Donc, moi, c'est ce que je vais dire. Voilà, vous avez parlé de scénariste augmenté, journaliste augmenté, peut-être aussi l'humain augmenté. En fait, qu'est-ce que vous mettez dans cette expression-là? D'accord. Donc, l'humain augmenté, c'est ça, exactement. Donc, c'est ça. En fait, j'aurais pu dire le scénariste augmenté, l'informaticien augmenté, le journaliste augmenté. Bon, je pense que le titre allait faire juste le livre. Parce que, en gros, l'idée, c'est de se dire que l'humain augmenté, c'est que l'humain, la personne, j'ai pas voulu dire l'homme, la femme, l'humain, homme, femme, voilà. En fait, l'humain augmenté, c'est l'humain qui utilise la machine pour s'améliorer et pour être plus productif. Qui garde la décision. C'est lui qui devient le directeur de décision et la machine devient l'exécutant. Et à la fin, il doit pouvoir assumer ce que la machine lui donne. Donc, si par exemple, moi, je suis dans une entreprise, on me demande de faire un rapport, ou bien mon directeur me demande quelque chose. Je donne ça à un outil IA, ChatGPT, Claude, en tout cas tous les outils. Il me fait le truc, je viens donner au directeur. Si jamais, parce que l'IA, ça peut être bien, ça peut être mal. Ou du moins, dedans, il peut dire n'importe quoi. Il peut, par exemple, parler du Bénin, bien parler, mais à un moment, il va parler peut-être d'une agence qui n'existe plus parce qu'il n'a pas actualisé ses données ou parce que derrière, dans sa génération. En tout cas, et moi, je ne l'ai pas lu et je viens le présenter à mon boss. Et le boss regarde, il y a un problème. Je ne vais pas dire, oh, c'est l'IA. C'est moi qui suis responsable. Donc, l'humain augmenté, c'est l'humain qui est responsable dans sa vie au quotidien, personnel et professionnel. Il est responsable. Il assume qu'il utilise l'intelligence artificielle. Il ne se cache pas. Parce que faut pas qu'on me donne un truc, je me cache sur mon téléphone, je demande à ChatGPT, je ferme, je fais comme si je suis intelligent, je commence à parler à tout le monde. Non. Ça, si on fait ça, on va aller à la perte. On doit assumer le fait que, donc, je donne ChatGPT, il y a plein d'IA. Donc, ça, c'est vraiment l'IA grand public, c'est pour que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a plusieurs familles d'IA en fonction du besoin. Ça, on peut en parler. Mais l'humain augmenté, c'est lui-même qui assume qu'il utilise l'IA. Mais qu'il assume qu'il ne délègue pas son intelligence à l'IA. Il garde son intelligence, il utilise la puissance de l'IA pour s'améliorer et qui, du coup, libère son cerveau, je veux dire, des futilités. Il se concentre vraiment sur la direction, le résultat, il valide le résultat, il assume le résultat. C'est ça l'humain augmenté. Merci, docteur, pour cette explication. C'était nécessaire avant d'aborder la plateforme GDAI.
Au niveau de la plateforme que vous avez lancée concomitamment avec l'ouvrage, est-ce que, en toute confidence, il y a quelque chose qui vous inquiète au niveau de l'IA? Alors, en toute confidence, qu'est-ce qui m'inquiète? Oui, il y a quelque chose qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on fera. C'est l'usage qu'on ferait nous-mêmes. C'est-à-dire, ce n'est pas l'IA qui m'inquiète, c'est l'usage qu'on ferait. Quand je dis c'est l'usage qu'on ferait, alors, je vais déjà rapidement expliquer la jeunesse de la plateforme. Donc, moi, dans mon métier tous les jours, comme je dis, je décris aussi dans le livre, parce que le livre, dans le livre, il y a beaucoup de scénarios, de cas, en fait. Dans le livre, il y a beaucoup de cas pratiques que j'ai rencontrés, que je décris dans le livre. Voilà. Donc, moi, je suis toujours dans les comités de direction des entreprises, ou en tout cas, je suis dans les réunions des décideurs, parce que l'IA est stratégique. Moi, je suis l'expert IA. Donc, quand je vais là-bas, on discute beaucoup, en entreprise privée en général en France, on discute beaucoup sur l'IA, on va faire ça, on va utiliser l'IA. Moi, j'ai vu des entreprises en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait des projets IA, ils ont mis des millions d'euros, vraiment plusieurs millions d'euros, et à la fin, ça ne sert à rien. C'est parce qu'ils veulent faire l'IA pour faire l'IA. C'est à la mode, on en fait. On s'assoit dans un bureau, allez, Mike, tac, 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 il faut qu'on fasse l'IA. Ok, il y a ceci, on achète. Non. Moi, c'est ça qui m'a fait peur, qui me fait peur. J'ai vu, ça c'est dans les entreprises. Dans les usages au quotidien, je vais dans les entreprises, je travaille aussi avec les équipes data, je vois parfois des gens, ils sont sur un ordinateur, ils sont sur un outil comme ChatGPT, tu t'approches, ils ferment l'ordinateur. Ils n'assument pas. Ça veut dire que soit ils n'assument pas qu'ils utilisent ChatGPT, soit ils ont même peur, je ne sais pas. En tout cas, c'est bizarre. Aussi, j'ai vu des gens comme ça, sur leurs ordinateurs, ils travaillent, ils prennent un document sensible, très important de l'État, ils donnent à ChatGPT. Fais-moi ça. Donc, des documents confidentiels qui ne sont même pas encore parfois sortis. Ils donnent à ChatGPT comme ça, sans réfléchir d'où est-ce que le document est parti. Et ChatGPT analyse le document et leur fait un retour. Ils sont contents. Il y a une fuite d'informations très importante qui n'a pas été validée ni par l'État, quand c'est dans l'État, ni par l'administration. Donc ça me fait peur. Donc si je résume, ce qui me fait peur, c'est trois choses. C'est déjà l'usage de l'IA en entreprise. Le fait que l'IA ne doit pas être, doit vraiment venir accompagner les besoins réels de l'entreprise. Ce n'est pas un département à part. L'IA, c'est un besoin. Ça dit que l'entreprise a tel besoin, comment l'IA peut améliorer. Donc, c'est de la peur de faire l'IA comme un buzz. Le deuxième, comme je l'ai dit, c'est un usage de l'IA personnel un peu caché qui n'est pas assumé. Et le troisième, c'est le fait qu'il n'y ait pas une gouvernance dans l'État, dans les États, pour dire, attention, une sensibilisation, une formation, pour que les gens aient conscience de tout ce qui se passe derrière. Quand j'envoie un document à ChatGPT, qu'est-ce qui se passe? Ça va sur quel serveur, etc. Qu'est-ce que je peux envoyer? Sinon, quelle politique on va faire pour avoir une IA interne, souveraine, par exemple au Bénin ou dans telle entreprise, ainsi de suite. C'est toutes ces peurs-là qui m'ont fait déjà écrire le livre, mais surtout créer la plateforme aussi. Parce que la plateforme, c'est plusieurs années, c'est toutes mes années d'expertise dans l'IA et de la data pour faciliter au fait le déploiement dans les États, dans les entreprises. Parce que la plateforme n'est pas une plateforme grand public, ce n'est pas une ChatGPT. ChatGPT, c'est pour tout le monde. Il y a des IA qui sont faits pour les développeurs. Donc là, c'est une IA décisionnelle pour les États, pour les administrations ou pour les entreprises. C'est sur ça que je me suis focalisé. Et la deuxième partie, c'est juste la formation aux gens, des gens, pas sur la plateforme en général. Donc, j'ai créé ça avec, on va dire, toute l'expertise que moi j'ai fait, tous les échecs, tout ce que j'ai vu qui a échoué dans les entreprises. Je me suis dit, ce qui leur manque, c'est vraiment une plateforme, de telle sorte que, de façon que l'IA ne soit plus complexe, qu'ils arrivent, ils voient leurs besoins, ils connectent leurs données, ils configurent des éléments et rapidement, ils aient l'IA décisionnelle dans leur entreprise. Donc, c'est ça qui m'a fait créer la plateforme JEDI. Aujourd'hui, si je suis une entreprise ou bien un État, comment avoir accès à cette plateforme-là et profiter de ses avantages? D'accord. Bon, c'est une plateforme, c'est pour la souveraineté totale. C'est une plateforme déjà qu'on est capable de déployer totalement au sein d'un État, d'une entreprise. Alors, une entreprise, généralement, elle a des data centers ou des salles machines, en tout cas des endroits où elle a ses propres serveurs. Donc, cette plateforme-là, nous, aujourd'hui, on la prend, on la déploie dans l'entreprise. Voilà, elle est totalement dans l'entreprise, ou elle est totalement déployée pour l'État. Donc, ça, on sait le faire assez rapidement. Donc, premièrement, c'est d'exprimer le besoin. Bon, nous contacter sur la plateforme, sur notre formulaire. Nos équipes techniques
qui sont une bonne partie au Bénin, en Côte d'Ivoire et en France, vous accompagnera pour la mise en place. Une fois que c'est mis en place, c'est fini. On connecte les sources de données internes de l'entreprise. On crée les profils des différents directeurs, des équipes techniques, des équipes data. Et en une semaine, vraiment en une semaine, ils ont un outil interne qui leur permet d'être augmentés, tout simplement. Donc, le processus est assez simple, mais il permet d'avoir toute la souveraineté et la simplicité surtout. Parce que chaque fois qu'ils veulent faire développer des cas IA aujourd'hui, souvent c'est des consultations, c'est des études, c'est des trucs assez complexes, théoriques, assez concrets. Du jour au lendemain, on a la solution. Donc, la plateforme est aujourd'hui dimensionnée. Il suffit d'aller sur la plateforme et de faire la demande en tant qu'État, en tant qu'entreprise. En tant qu'État, on accompagne, on a un accompagnement spécialisé, évidemment. Et aujourd'hui, le Bénin est à cette étape-là. Parce que, comme je disais au début, le carburant de tout ça, c'est la donnée. En fait, l'IA n'a du sens que lorsqu'on lui donne la donnée. Aujourd'hui, le Bénin s'est digitalisé depuis 10 ans. Depuis 10 ans, le Bénin a une trajectoire exceptionnelle en Afrique, même dans le monde, sur la partie digitalisation. Tout est digitalisé. Tout est les services, les e-services, beaucoup de choses ont été faites. Il y a un data center national. Tout ça, ça a été fait. Et bravo, au fait, au gouvernement et à la vision du chef de l'État depuis 10 ans. Ça nous donne vraiment une fierté aussi qu'on est à l'étranger. Quand on est à l'étranger, vraiment, aujourd'hui, on dit qu'on est béninois, tout le monde nous respecte. Donc, ça, c'est vraiment une fierté. Mais ce que je veux dire, ça, c'est une étape 1. Ça, on l'a fait. Les entreprises le faisaient depuis 2012. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une étape où ces données-là, l'IA doit maintenant venir se greffer à ces données-là pour pouvoir apporter de la valeur. Et c'est là que JEDI arrive. Donc, les JEDI, normalement, doivent être déployés dans l'administration, dans chaque administration, au ministère des Finances, dans chaque endroit où il y a des plateformes digitales pour pouvoir apporter maintenant le décisionnel, l'IA décisionnel à chaque décideur. Lors du cérémonie du 4 mai passé, il y a eu des politiques, des acteurs du numérique et de la société civile qui étaient à cette cérémonie-là. Est-ce que dans le noir, nous sommes dans Confidence dans le noir, loin des projecteurs, bon, je le dirais là-bas. Est-ce que vous avez pensé à quelqu'un en écrivant cet ouvrage et en mettant en place cette plateforme? Est-ce un proche, un étudiant ou bien un chef d'entreprise ou bien peut-être un chef d'État? Oui, j'ai pensé beaucoup à mon pays. Je ne vais pas dire une personne, mais j'ai pensé plus à mon pays. J'ai pensé beaucoup à mon pays. Moi, je suis très fier. Je suis béninois, je suis très fier. Et je suis redevable au Bénin. En fait, j'ai été formé. En fait, tout ce qui m'est arrivé, c'est grâce au Bénin. C'est grâce aux opportunités. C'est vraiment, donc moi, j'aime beaucoup le pays. J'aime beaucoup le pays. Et avant, on avait un peu honte du pays. Ça, je le dis dans le noir. Ne soufflez pas. On avait un peu honte. On était fiers, mais on avait un peu honte. Mais depuis l'arrivée du président Talon, Patrice Talon, on est fiers du Bénin. On est fiers. Quand on est à l'étranger, on est vraiment fiers. Et ça, moi, cette fierté, en plus de l'amour que j'ai du Bénin, j'ai développé une fierté du Bénin. J'en parle, je le présente. Et tout ce qui s'est fait, c'est à ça que j'ai pensé. J'ai dit, waouh, tout ce qui se fait, c'est ce que j'ai vu faire dans les entreprises à un certain moment. Et quelle était l'étape d'après? C'était l'IA. Donc, bon, je veux dire, j'ai pensé au Bénin. J'ai pensé à tout ce que les dirigeants font. J'ai pensé au président, vraiment. J'ai pensé à tout ce que le président a mis en place, sa vision. J'ai vu le programme Bénin 2060. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays africains qui le font. J'ai même coulé les larmes. Donc, ça m'a vraiment dit, ça m'a permis de dire, je peux pas rester, bon, il faut que j'ai un truc concret pour apporter ma pierre à l'édifice. Et ce que je peux apporter, c'est ma compétence, c'est mon savoir-faire. Mon savoir-faire qui, aujourd'hui, je vais dire, est reconnu à l'international. Je me suis dit, je vais apporter ça au Bénin. Je vais apporter cette plateforme-là. Je vais la mettre à disposition. Et elle doit être simple. Puissante, mais simple. Concrète. Ça ne doit pas être théorique. Ça ne doit pas être plusieurs colloques, Non, c'est concret. Ça se branche sur la donnée existante et ça marche. Donc, je vais dire, j'ai pensé à tout ce qui se fait au Bénin actuellement grâce à la vision éclairée de son chef, du chef de l'État. Vous avez parlé des interventions en Côte d'Ivoire et autres. Est-ce que, concrètement, en dehors de ce lancement-là, vous entreprenez au pays? Est-ce que vous n'êtes pas dehors pour pouvoir parler
de l'intérieur. Non, pas du tout. Je suis au Bénin. Je suis au Bénin. Je suis plus, j'ai deux pieds, un pied et demi au Bénin, un pied à l'étranger, à l'extérieur. Alors, ça fait depuis, j'ai créé ma première entreprise au Bénin en 2009-2010. Voilà. Donc, j'avais déjà un pied au Bénin. Et je suis là tout le temps. Je veux dire, je suis au Bénin. Je suis au Bénin. Je suis dans les réalités. Je vois tout ce qui se fait. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'opportunités. On va dire, je suis beaucoup reconnu. Je suis plus reconnu à l'étranger. Voilà. Aujourd'hui. Donc, la plupart de mes activités, en tout cas, c'est comme je sais en France, en Côte d'Ivoire, au Bénin, je suis présent. Je veux de plus en plus être là d'ailleurs. Je suis disponible, voilà, pour servir. Hein. Je suis disponible pour servir. Et je connais très bien tout ce qui se fait au quotidien. Au Bénin, je suis là physiquement. Donc, non, je me considère un pied et demi au Bénin, un demi-pied à l'étranger. Et l'idée maintenant, c'est de vraiment pouvoir être deux pieds au Bénin et apporter surtout ce que je sais faire au service de ce beau pays qui est le Bénin. Est-ce que personnellement, il est arrivé un moment donné de votre vie, je dirais, où vous étiez amené à prendre une décision difficile, où vous vous êtes dit, vous aurez aimé avoir une intelligence artificielle pour pouvoir vous aider à prendre cette décision? C'est difficile, personnel ou professionnel? Personnel. Personnel. Oui, alors oui, bon, la vie c'est des décisions. Après, on prend des décisions, on avance. Souvent, après, on dit c'est Dieu et on avance. Donc, je pense que c'est ce qu'on fait. Mais alors, j'ai eu beaucoup de décisions à prendre, mais la décision la plus difficile que j'avais prise dans ma vie, c'était le choix de ce que je vais faire, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup peut-être de jeunes aujourd'hui qui m'écoutent, qui sont en terminale, qui ne savent, bon, le choix est un peu difficile. Ce qu'on veut faire, on ne sait pas. Surtout que les métiers changent beaucoup. On parlait pas d'IA. Quand on étudiait, on parlait comme je disais, mon père parlait de PTT, voilà, les PTT aujourd'hui, on parle plus même de ça. Donc, c'est ces choix-là qui sont pas faciles. Donc, à ce moment-là, je pense une intelligence artificielle bien interrogée, qui me permettrait de voir une analyse comparée, de pouvoir anticiper, m'aurait aidé, m'aurait facilité. Parce que honnêtement, moi, j'ai toujours repoussé mes choix. Je suis allé au fil des opportunités et quand j'avais des choix, je les ai repoussés. Après le bac, comme je dis, je ne savais pas ce que j'allais faire. J'avais plein d'options, mais je voulais faire des maths. Mais je ne voulais pas devenir prof de maths, voilà, même si je respecte beaucoup. Mais voilà, je voulais plus. Je me dis maths technologique. Mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'avais 2 ans de classe prépa. L'avantage des classes prépa, c'est que ça laisse le temps de réfléchir. Après les classes prépa, au Maroc, j'avais parce qu'à la fin, il faut un concours. Et en fonction du classement, il y a des options. Et moi, j'étais bien classé. J'avais toutes les options possibles. Donc, j'aurais pu être architecte. J'aurais pu être dans le génie civil. J'aurais pu être il y avait la filière textile. Il y avait la filière minière. En ce moment, j'étais perdu. Bon, j'ai choisi. Ce que j'ai choisi, je suis content. Je ne le regrette pas. Et mon ADN, c'est toujours d'exceller dans ce que je fais. Donc, j'ai excellé. Mais en ce moment, oui, je pense que c'était dur, avec les parents aussi qui donnaient leur avis et tout. Jusqu'à la dernière minute, j'avais pas de choix. J'aurais pu, c'est-à-dire quand je partais signer, j'aurais pu changer d'avis à tout moment parce que j'aimais un peu tout. Bon, donc en ce moment-là, oui, avoir une IA qui m'aurait aidé, pas faire le choix à ma place, évidemment, mais qui me fait des analyses de différents métiers, des synthèses, me recommander des trucs, ou même, voilà, m'aurait facilité la vie. J'aurais aimé avoir une IA en ce moment-là. Avec cet ouvrage, cette plateforme GDAI, est-ce qu'on peut rêver d'ici quelques années à voir aussi au Bénin avec vous, et en dehors de ChatGPT, de Claude, de DeepSeek, une IA béninoise? Alors, à ça, je vais répondre, ce n'est pas l'enjeu du Bénin. Ce n'est pas l'enjeu du Bénin. Je vais un peu expliquer ça. C'est facile de dire ça comme ça. Hein? Non, je le dis et je l'assume. Hein, et je le dirai toujours. Je le dirai en tout cas toujours. Ce n'est pas l'enjeu du Bénin. Aujourd'hui, le but, alors, quel exemple je vais donner? Le but n'est pas d'aller, c'est-à-dire, une personne vient, il crée une pelle, il commence à creuser vite. Un autre vient, il crée la hache, il commence à creuser vite. Il ne faut pas commencer à dire, il faut que je crée aussi une pelle qui est comme ça. Il faut commencer à dire, avec le hache là, comment je vais creuser mes sillons plus vite et semer. C'est plus ça. Donc, aujourd'hui, si vous voyez le monde un peu, hein, le monde d'aujourd'hui, en fait, bon,
On est dans un jeu politique, hein. Voilà, c'est pas une émission politique, mais le monde est dans un jeu politique, obligatoirement. Chaque continent se positionne. Aujourd'hui, il faut que le Bénin se positionne clairement. Le but, donc, déjà pour créer ce qu'on appelle, en fait, dans l'IA, il y a ce qu'on appelle le cœur de l'IA. C'est le premier moteur. Ça s'appelle the LLM, Large Model Language. Ce cœur-là, c'est prendre toutes les données du monde, quasiment, vraiment, le mettre dans des super data centers qui font 1000 fois ce qu'on a, avec des capacités exceptionnelles, de faire tourner ça pendant des semaines. Et c'est ça qui apprend sur ces données-là pour sortir les modèles. Voilà. Ces modèles, c'est les premiers ChatGPT, tout le monde le faisait, mais ChatGPT est le premier à le mettre grand public. Ces modèles, sont maintenant utilisés comme base pour plusieurs applicatifs. Voilà. Donc, le but n'est plus de créer, c'est-à-dire, aller dire qu'on va prendre une puissance de calcul exceptionnelle pour créer un modèle, ça n'a pas d'intérêt pour nous parce qu'en plus, ce modèle évolue et ils ont plus de puissance de calcul que nous. Donc, le but n'est pas de créer ça. Une fois que ce modèle est créé, il y a deux types de modèles. Il y a ce qu'on appelle des modèles propriétaires, il y a ce qu'on appelle des modèles open source. Les modèles open source aujourd'hui, il y en a, c'est-à-dire c'est des modèles qui ont été entraînés sur toutes ces données-là avec la puissance et qui à la fin sont disponibles pour les scientifiques. Ces modèles-là, ils sont déjà assez intelligents parce qu'ils ont déjà appris sur l'ensemble, mais ils ne sont pas assez contextualisés dans notre cas. Donc, ce que l'Afrique doit faire, ce n'est pas de vouloir créer un ChatGPT+, c'est de dire le ChatGPT, il est mondial, tout le monde l'utilise, il faut apprendre à l'utiliser en tant qu'utilisateur. Je ne parle pas de l'État, en tant qu'utilisateur. L'État, les entreprises, eux, ils doivent dire, attention, si on envoie nos données, si ChatGPT est puissant, etc., mais l'État ne doit pas, aucun État, comme le Bénin, ne doit permettre d'envoyer ces données sensibles à ChatGPT. C'est des serveurs qui ne sont pas chez nous, les données s'en vont, ils s'en feront ce qu'ils veulent, et ça peut, avec la géopolitique actuelle, on voit ce qui s'est passé en Iran, etc., il vaut mieux être souverain. Donc, pour répondre à la question, le but n'est pas de créer, c'est-à-dire, si on rentre dans la compétition de créer un ChatGPT, un Claude, etc., non, on se perd, on perd le combat. On se trompe de combat. On va faire une version, ils seront toujours plus puissants que nous. Sinon, on sera obligé d'acheter des serveurs chez eux pour les entraîner. Finalement, on leur donnera de l'argent. Donc, nous, on doit être très intelligents. On doit se dire, il faut qu'on prenne des modèles open source qui sont très bons, mais généralistes. On les prend. Nos scientifiques, on forme nos scientifiques ici, à l'université. On forme les experts. Moi, je suis disponible. On forme des équipes ici. On a une vision, et une stratégie d'anticipation technologique. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'IA. Il y a d'autres technologies, je vais vous en parler. Donc, on a une stratégie globale d'anticipation technologique. On met les moyens et on a les personnes qu'il faut. Et ces gens-là vont partir de ces modèles-là, vont maintenant récupérer nos données locales, les données du Bénin, dans nos langues locales, s'il le faut, aussi en français, dans nos langues locales, les données, et on va, à partir de là, faire ce qu'on appelle techniquement du fine-tuning. Donc, c'est comme si on part d'un modèle généraliste, on prend maintenant une puissance de calcul qui est moins élevée que ce qu'on avait fait pour créer ce modèle, une puissance de calcul raisonnable, on donne ça, et on prend les données, nos données, et on créera un nouveau modèle béninois contextualisé qui répondra bien à nos réalités. Et ce modèle, maintenant, on le généralisera dans l'administration, on le généralisera dans les entreprises, on pourra l'utiliser. Voilà. Ça aura un intérêt. Ça ne sera pas un ChatGPT, ça sera un modèle béninois propre à des usages béninoises. Mais le but n'est pas de le comparer à ChatGPT parce que ChatGPT, il est généraliste, il est sur des serveurs mais énormes. Et quand tu vas lui demander de faire un truc généraliste, tu l'utiliseras toujours. Franchement, je ne demande pas d'abandonner ou quoi que ce soit. Mais avec ce qu'on aura, l'État ou même les entreprises pourront dire, en interne, on a Bénin, on a par exemple Bénin GPT, je dis une bêtise, bon, je ne sais pas le bon nom, mais on a Jedi Bénin qui a été entraîné pour l'administration. Et à l'intérieur de l'administration, par exemple, il faut utiliser Jedi GPT plutôt que ChatGPT. Mais chez vous, sur votre téléphone, utilisez ChatGPT si ça vous plaît. C'est votre usage personnel. Il n'y a pas de sensibilité particulière. C'est ce que les entreprises font aujourd'hui. Même en France, en Europe, ils sont dans le même problème. L'Europe n'a pas la souveraineté sur l'IA. Le seul modèle européen aujourd'hui, c'est Mistral. Mistral qui est français. En fait, si on prend les meilleurs modèles aujourd'hui, on a ChatGPT, OpenAI,
avec ChatGPT, on a Claude, Anthropic, on a les modèles chinois comme Kimi, on a les modèles comme Queen, on a DeepSeek, on a le modèle français qui est, voilà, que j'ai dit tout à l'heure, Mistral. Et tous, je vais dire, chaque fois, il y a tellement de mises à jour qu'ils sont en train de se combattre. Chaque 6 mois, chaque 3 mois, j'ai un nouveau modèle qui est meilleur que l'autre. Après, c'est l'autre. Cette course-là, nous, on ne doit pas être dedans. Même l'Europe, aujourd'hui, l'Europe essaie de se positionner parce que c'est les États-Unis et les Chinois, aujourd'hui, qui développent les meilleurs modèles. Voilà. Donc, l'Europe, dans sa souveraineté, commence à pousser sa solution, son modèle Mistral, et surtout le contextualiser à son besoin. Et c'est ce que nous, on doit faire, en partant d'un modèle open source qui peut être... Parce qu'un modèle open source, dès qu'on le prend et nos chercheurs, il faut pas le prendre et le déployer comme ce que certains font, il faut le prendre et nous donner aux mains des Béninois, experts, et leur donner les moyens pour les dire, voilà notre vision. Faites en sorte qu'on ait tel élément et on aura des très bons résultats. Ça sera concret. Voilà. Donc moi, c'est ma vie. C'est ce que je pense qu'on peut faire. En tout cas, c'est ce qu'il faut faire de façon pratique, pragmatique, pour profiter de cette technologie et garder notre souveraineté, sans être dans la concurrence, on va dire, brute. Il faut qu'on se soit dans nos usages et qu'on déploie quelque chose qui soit vraiment adapté. Merci, docteur. Nous tirons vers la fin de l'émission. Si vous devez conclure cette émission de Confidence dans le Noir avec un seul message à l'endroit du jeune Béninois qui vous écoute, à Ina, à Gamia et autres, à Niki, à Boiri aussi, je dirais, qui a peur de se faire voler son travail. On le dit chaque fois par l'IA. Que lui direz-vous juste entre nous, dans le noir? D'accord. Dans le noir, je vais donner deux messages à deux personnes. Donc, à ce jeune Béninois que tu as parlé, je leur dirais, je vais dire, bon, l'IA, c'est une opportunité. C'est la peur de l'IA qui est dangereuse. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. C'est juste une technologie. L'IA ne réfléchit pas. C'est pas des films, c'est pas ce qu'on voit dans les films. C'est vrai que c'est pas pour dire que c'est pas puissant. L'IA va permettre beaucoup de choses. Mais, si l'IA ne va pas voler le métier de quelqu'un. Les métiers vont se transformer. Voilà. C'est comme quand on a inventé, si par exemple, le jeune Béninois, il partait cultiver son coton avec sa roue, quand on lui donne un tracteur, on n'a pas volé son métier. Exactement. Il va faire plus de superficie avec son tracteur. Donc, l'IA, c'est le tracteur aussi, je peux dire ça. Donc il faut se former. Il faut se former en toute modestie. Il faut s'intéresser, il faut se former en toute modestie. Il faut comprendre surtout comment ça fonctionne, ce que ça ne sait pas faire. Et ça, c'est le but du livre. Donc, il faut lire le livre aussi. Et ensuite, de là, voir comment améliorer, comment transformer son propre métier ou comment l'utiliser pour s'améliorer. Donc, ça, c'est le premier message que je vais dire. Donc, l'IA ne volera le métier de personne. L'humain, la personne qui utilise l'IA, volera le métier de celui qui n'utilise pas. Dans tous les domaines. Voilà. Mon deuxième message dans le noir, ça sera aussi pour nos dirigeants. Aujourd'hui, on parle d'IA. C'est-à-dire, moi, j'ai vu l'IA, comme je dis, depuis. Aujourd'hui, c'est devenu grand public, tout le monde parle. C'est très important. Il faut une stratégie de l'IA. Mais il n'y a pas que l'IA. En fait, il faut une stratégie. Il faut que dans la vision ou dans les actions, on va dire, de nos dirigeants, donc du nouveau président, il faut qu'on ait une entité qui est capable, parce qu'elle a les moyens, je veux dire humaines, technologiques et humaines, d'être une entité d'anticipation technologique. Je pose bien, anticipation technologique, parce que la technologie est déjà le facteur changeant ou le facteur différenciant d'un État aujourd'hui. Ce n'est plus, voilà. Donc l'IA, c'est un exemple. Moi, je travaille aujourd'hui sur des technologies qu'on appelle la technologie du quantique. C'est à l'étape où l'IA était il y a 10 ans. Et cette technologie, en fait, bon, je vais pas, mais c'est une technologie qui va aussi changer le monde. Si nous, aujourd'hui, on n'en parle pas, on reste, on sera dans 10 ans, ou dans 7 ans, ou je ne sais pas, dans un certain nombre d'années, on va se retrouver encore être ceux qui sont consommateurs du quantique, parce qu'on n'a pas anticipé. On sera en train de réfléchir, quand on sera en train de décider, on sera en train de réfléchir à quoi faire pour l'utiliser. On va prendre encore du retard, ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment une entité qui est capable d'avoir une anticipation technologique, mais pratique aussi, c'est-à-dire
qui n'est pas juste dans « je réfléchis », mais qui identifie 1, 2, 3 technologies clés avec les personnes qui sont capables de le faire, qui ont fait leur preuve à l'international. Et cette entité doit être une entité stratégique de l'État, aussi bien, en fait, cette entité doit travailler non seulement pour l'État, mais même pour l'armée. Hein. Même pour l'armée, cette entité va être transverse, en train d'être capable, à travers l'anticipation technologique, de travailler avec l'armée, de travailler avec les différentes entités, le gouvernement, travailler avec en tout cas, de pouvoir anticiper technologiquement pour que le Bénin soit toujours avant-gardiste, que le Bénin soit toujours prêt pour que quand on dit Bénin, quand il y a un truc, on a déjà réfléchi, on est prêt. Comme beaucoup de choses se font comme ça, mais côté technologique, il faut être éclairé. Hein. Et moi, je pense que c'est ce petit message-là que je vais souffler dans le noir à qui de droit. Et surtout, je lui dirai aussi que je suis disponible. Merci, Dr Takaoru, de nous avoir éclairé sur l'IA aujourd'hui, d'avoir apporté des réponses à nos craintes. Jeunes Béninois, chefs d'entreprise, nos dirigeants, vous avez eu des réponses aux différentes préoccupations. La balle est dans votre camp. Dr Takaoru est disponible pour répondre à vos questions. À vous de vous manifester. À bientôt pour le prochain numéro.